Immédiatement, dans ce portefeuille, on voit qui est un investissement déjà peu rentable, plutôt risqué et plutôt un amplificateur. Créer un revenu passif, qui choisir? Si je vous montre une liste d'actions françaises, est-ce que dans cette liste, vous pouvez me dire qui est un investissement passif et qui ne l'est pas? Par exemple, si j'affiche une liste d'actions françaises par ici, là, composée de LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Air Liquide, j'en passe et des meilleurs, Saint-Gobain, Sanofi, Michelin, est-ce que vous pouvez me dire dans cette liste qui est un investissement passif et qui ne l'est pas? Non? À la fin de cette vidéo, vous pourrez en un coup d'œil savoir qui est un investissement passif et qui ne l'est pas. Il existe de nombreuses méthodes pour savoir qui est un investissement passif et qui ne l'est pas. Il y en a une qui est totalement acceptée par le corps scientifique, par les autorités publiques même, par les économistes et par les financiers eux-mêmes, bien entendu. Cette méthode, elle repose sur trois indicateurs: la rentabilité, le risque et l'autonomie d'un investissement. Pour vous parler de ces trois notions, je vais m'appuyer sur un livre qui s'appelle Sécuriser un revenu passif, qui doit être quelque part par là. D'ailleurs, il est totalement gratuit. D'ailleurs, je le mets dans la description. Voilà, c'est un lien. Il suffit de cliquer dessus, de donner son mail et vous le recevez par PDF directement dans votre boîte mail sous 24-48 heures. Le premier chapitre, il nous parle de la sélection des bons candidats pour créer un revenu passif. Ces trois indicateurs, c'est des indicateurs mathématiques, d'ailleurs même statistiques, qu'on calcule généralement sur les 20 dernières années. Et ensemble, on va les détailler et on va regarder les sous-catégories. On va parler performance, hyper-performance, on va parler perte, on va parler risque, on va parler hyper-risque, on va parler amplificateur et on va parler amortisseur. Le premier indicateur, c'est la performance, c'est-à-dire la direction entre un point A et un point B. Alors si on a graphiquement une direction comme ça, c'est plutôt une hausse, puis une direction comme ça, c'est plutôt une baisse. On va regarder ça sur 20 ans, et puis ensuite on va annualiser pour avoir un taux de croissance moyen annuel, une performance annuelle moyenne. À partir de là, on peut avoir 4 cas. Le premier cas, c'est les actions non rentables. Une action non rentable, c'est une action qui a une performance négative, notamment sur le long terme. C'est souvent une action qui est empêtrée dans des problèmes de non-profit, ou des problèmes de trésorerie, ou des problèmes de management, ou d'ailleurs le cumul de tous ces projets, mais qui fait qu'elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Je vais vous donner un exemple de performance baissière. On peut par exemple penser à Pierre et Vacances. Je vais l'afficher quelque part par là, son graphique sur 20 ans, et on voit malheureusement c'est baissier, et ça se traduit pour l'investisseur clairement par une perte. Le deuxième cas, c'est les actions avec une performance standard. Il s'agit des sociétés qui ont une performance entre 0 et 15% par an en moyenne. On dit standard parce que quand un investisseur s'expose au marché, il s'attend à avoir une performance positive, et il s'attend à ce que ce soit entre 0 et 15%. Le troisième cas, c'est les sociétés qui ont une performance comprise entre 15 et 30% par an en moyenne chaque année sur les 20 dernières années. Dans ce cas, on parle de performeurs parce que on est au-delà des standards, mais on est même au-delà des pronostics des analystes. En dernier cas, on a les actions qui gagnent plus de 30% par an en moyenne sur les 20 dernières années. Et là, on va parler de hyper-performeurs. Par exemple, Apple est un hyper-performeur. Sur les 20 dernières années, en moyenne chaque année, c'est plus 45% de performance. Plus 45% une année, plus 45% l'année d'après, plus 45%, etc., etc., etc. Plus 45% en moyenne chaque année sur les 20 dernières années. C'est stratosphérique. Comme deuxième caractéristique, on a le risque. Le risque, c'est un indicateur mathématique qui va être non pas la direction, mais va être la dispersion autour de cette direction. On peut imaginer deux destinations, point A, point B. Le chemin le moins risqué entre point A et point B, c'est la ligne droite. Et le chemin le plus risqué, c'est un petit peu des dents de scie comme ça autour de cette direction. Et d'ailleurs, plus les dents de scie sont grandes, et plus il y a du risque. Cet indicateur nous amène à trois cas. Il y a d'abord les actions avec un risque maîtrisé. Elles ont une volatilité inférieure à 10% par an en moyenne sur les 20 dernières années. En deuxième cas, on a les sociétés avec un risque standard. Elles ont une volatilité entre 10 et 30% par an en moyenne sur les 20 dernières années. Concrètement, ça veut dire que d'une séance à l'autre, ça peut bouger un petit peu. On va dire par exemple, un jour ça fait plus 1% de performance, le lendemain ça fait moins 1% de performance, le lendemain après plus 1% encore, moins 1%. Et quelquefois dans l'année, on a des plus 3, moins 3%, à la faveur de publications de résultats ou d'annonces, etc., etc. Ça donne un petit peu plus de mouvement. Le dernier cas, c'est les actions
hyper risqués, qui ont une volatilité supérieure à 30% en moyenne par an. Ça se traduit par des séances quotidiennes plus 1, moins 1%, etc., etc. Et puis, à des moments, on peut avoir plus 5%, moins 5%, plus 6%. Par exemple, Pizza Rabbit, je vais le faire apparaître quelque part par là, a un comportement hyper volatile. C'est vraiment en dents de scie. On peut voir effectivement qu'en fait, c'est des montagnes russes. Le dernier indicateur, c'est l'indicateur d'autonomie. C'est un indice mathématique qu'on va appeler le bêta, qui mesure la corrélation entre le comportement de l'action et le comportement de l'économie en général. À partir de là, il va y avoir deux cas. Si une action a un bêta supérieur à 1, alors on va dire que c'est un amplificateur. Par exemple, les banques sont des amplificateurs. Quand l'économie va bien, les banques vont bien. Quand l'économie va mal, les banques vont mal. Ça s'explique fondamentalement par leur modèle économique. Quand l'économie est en croissance, les banques octroient des crédits, peuvent faire des montages extrêmement rémunérateurs sans mettre plein les poches. Et quand l'économie rentre en récession, bah là c'est plus compliqué de faire du crédit, de collecter de l'épargne. Si d'ailleurs la récession est trop longue, les banques peuvent faire faillite. Le second cas est lorsque le bêta est inférieur à 1, et dans ces cas-là, on va plutôt parler d'amortisseur. Par exemple, le secteur de la santé est un secteur amortisseur. Que l'économie aille bien ou que l'économie aille mal, on a besoin de se soigner. Par exemple, on peut prendre Essilor, fabricant de lunettes, je vais vous mettre son graphique quelque part par là, et on peut voir que quelles que soient les conditions économiques, d'ailleurs on pourra mettre peut-être le CAC 40 en dessous pour voir les cycles boursiers, on peut voir que Essilor, il fait son petit bonhomme de chemin. Avec ces trois indicateurs, en un coup d'œil, on peut tout de suite voir qui est un investissement passif. Je vais vous mettre un code couleur sur le portefeuille de base et vous allez voir tout de suite, tout va s'éclairer. Je vais mettre en rouge tous les comportements qui pénalisent un investissement passif et je vais mettre en vert tous les comportements qui sont vertueux pour un investissement passif. Immédiatement, dans ce portefeuille, on voit qui est un investissement déjà peu rentable, plutôt risqué et plutôt un amplificateur. À l'inverse, on voit les sociétés performantes, peu risquées et décorrélées de l'activité économique. En cumulant ce type d'actions, c'est là où on obtient un portefeuille d'investissement passif. Il est rentable, il est peu risqué et il est décorrélé des cycles économiques. Dit autrement, si votre idéal c'est d'acheter 10, 15 actions pour avoir un revenu récurrent et stable dans le temps, vous êtes au bon endroit. J'ai bien conscience que cette vidéo elle est allée un peu vite et qu'il est difficile d'absorber toutes ces informations. Je vous invite à toutes les retrouver directement dans le livre sécurisé Un revenu passif. C'est un support écrit, c'est un format PDF, c'est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger directement en description ou en commentaire, il suffit de cliquer sur le lien. Pour ceux qui voudraient prendre de l'avance, dans la prochaine vidéo, on s'attaquera au chapitre 2, comment minimiser les pertes potentielles. Dans tous les investissements, il y a un minimum de pertes potentielles. Là, on va chercher à les minimiser. Il existe une méthode et on en parlera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter si vous avez déjà lu le livre, si vous l'avez apprécié ou si vous avez des questions à votre disposition. Allez, sur ce, ciao!